L'autre jour, je prenais l'avion pour San Diego et après m'être blotti dans mon siège à côté de la fenêtre, j'ai commencé à regarder les autres avions qui roulaient au sol. Et soudain, j'ai réalisé que je n'avais jamais vu un seul avion reculer. La question était donc, les avions peuvent-ils vraiment faire marche arrière ? Malgré ce que beaucoup de gens pensent, reculer n'est pas totalement impossible pour un avion. Bien sûr, si on parle de bouger au sol. Le truc, c'est qu'ils ne le font jamais. Certains avions peuvent effectuer ce qu'on appelle un powerback, qui est ce qui les fait se déplacer en marche arrière. Dans ce cas, les réacteurs de l'avion dirigent la poussée vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Les avions à réaction peuvent utiliser l'inversion de poussée s'ils doivent freiner très vite une fois qu'ils ont touché le sol avec les roues, ou s'ils doivent effectuer un arrêt d'urgence par exemple. Mais en Europe, seule la plupart des petits avions à hélice ont tendance à utiliser cette méthode pour reculer, alors qu'aux États-Unis, même les gros porteurs peuvent parfois effectuer des powerbacks. Mais alors, si les avions peuvent potentiellement rouler en arrière, pourquoi ne le font-ils pas ? Apparemment pour plusieurs bonnes raisons. Tout d'abord, l'inversion de poussée demande beaucoup de puissance. Et je t'assure que je n'exagère pas. Du coup, le bruit que produit cette manœuvre est littéralement assourdissant. Deuxièmement, un moteur tournant à pleine inversion de poussée constitue un gros risque pour la sécurité. Les puissants courants d'air créés propulsent les débris du sol à une vitesse incroyable. Les petits objets métalliques sont les plus dangereux, car ils peuvent briser les fenêtres du terminal, blesser le personnel au sol et même frapper le fuselage de l'avion. De plus, pour que l'inversion de poussée soit la plus efficace possible, les moteurs de l'avion doivent fonctionner à plein régime. Mais dans ce cas, ils dépensent beaucoup plus de carburant que d'habitude. Et plus de carburant signifie plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. De plus, lorsque l'avion utilise l'inversion de poussée des moteurs, il produit beaucoup de CO2, également connu sous le nom de gaz carbonique. Et ce gaz est l'un des principaux responsables du réchauffement climatique et de la pollution atmosphérique. Des mesures sont actuellement prises pour réduire ces émissions de CO2. Il serait donc contre-productif de faire quoi que ce soit qui les augmente. Et enfin, lorsqu'un pilote freine en reculant, cela peut provoquer un tail strike. Cela veut dire que la queue de l'avion a heurté le sol ou un autre objet solide. Et même si cet accident semble mineur et inoffensif, il peut quand même causer des dommages cachés à l'avion. C'est pourquoi, après chaque tail strike, les avions sont inspectés et réparés en profondeur afin d'éviter des accidents plus graves à l'avenir. Donc théoriquement, certains avions peuvent reculer quand ils sont au sol, mais peuvent-ils voler en marche arrière ? Eh bien c'est étonnant, mais la plupart des experts sont unanimes quand on parle de ce sujet, et leur réponse est un non catégorique. L'explication réside dans le fonctionnement même des ailes. Normalement, elles produisent juste assez de portance pour maintenir l'avion en l'air. Commence à aller en arrière et l'avion tombera du ciel comme une pierre. Cela dit, attention, il y a une exception à la règle, ne pas voler en arrière. Si le vent est extrêmement fort et que l'avion se déplace à sa vitesse minimale, qui est plus lente que celle du vent, eh bien, l'avion reculera par rapport au sol. Mais attention, sa vitesse restera suffisante pour le maintenir en l'air et les ordinateurs de bord penseront qu'il va encore de l'avant. Ok, parfait, je comprends maintenant pourquoi les avions ne peuvent pas reculer. Mais il y a d'autres questions que je me suis toujours posées concernant les avions. Comme par exemple, les avions peuvent-ils voler tout droit dans l'espace ? Pourraient-ils remplacer les fusées un jour ? Eh bien non, c'est impossible. À première vue, on pourrait penser que l'air n'est pas une vraie matière puisqu'on ne peut pas le voir. Mais quand le vent est fort, on se rend bien compte qu'il existe, n'est-ce pas ? En fait, c'est ce qui maintient les avions en l'air. Mais voyons ce qui se passe dans l'espace. Plus tu vas haut, moins l'air est dense, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout. Cela signifie que ni de grandes ailes avec de belles formes, ni de puissants moteurs n'aideront un avion à aller plus haut pour arriver près du vide de l'espace. Donc oui, malheureusement, nous avons encore besoin de ces fusées pour aller dans l'espace. Une autre question. Tu sais déjà que lorsqu'ils volent, les avions émettent des quantités incroyables de CO2. Mais aujourd'hui, nous avons des voitures électriques qui semblent beaucoup plus écologiques. Alors ne serait-il pas possible de créer des avions électriques ? Tout dépend de la quantité d'énergie qu'une batterie installée à bord est capable de stocker. Malheureusement, même la meilleure des batteries serait encore 40 fois moins efficace qu'un avion à turbine. En plus, même dans le cas où l'on pourrait inventer une batterie fonctionnelle, elle serait beaucoup trop lourde. Or, tu sais que le sujet du poids est absolument primordial dans le cas du transport aérien.
C'est pourquoi, à l'heure actuelle, les avions de ligne continuent d'utiliser de bons vieux carburéacteurs. Penses-tu que les avions électriques vont tout de même bientôt faire leur apparition? Fais-moi part de ton opinion dans la section des commentaires ci-dessous. Et au fait, pourquoi les avions ne peuvent-ils pas décoller quand il fait trop chaud? Est-ce que leurs moteurs surchauffent et commencent à mal fonctionner ou quoi? Non, il s'avère que ce n'est pas du tout la raison. Le problème avec les températures extrêmement chaudes, c'est que les avions ne peuvent pas générer assez de portance pour décoller. Et s'il n'y a pas de portance, il n'y a pas de vol. Pour générer une portance, l'air autour de l'avion doit être suffisamment dense. Mais une fois que la température augmente, les molécules d'air commencent à se disperser, ce qui fait que la densité de l'air diminue. Les ailes de l'avion n'auront pas assez de choses à pousser et ne pourront pas produire la portance nécessaire. Pigé? Et voilà, affaire résolue. Ma prochaine question dans la catégorie « Dis-moi tout sur les avions » est « Les avions sont-ils capables de voler à travers les ouragans ?» J'ai été étonné d'apprendre que les ouragans ne posent pas autant de problèmes aux pilotes que les orages. Pourquoi donc? Après tout, les ouragans sont énormes. Ils s'étendent sur des centaines de kilomètres et leurs effets peuvent durer pendant des jours. Le fait est que la plupart des ouragans se forment à une altitude beaucoup plus basse que les orages. Par conséquent, un avion peut facilement survoler certaines parties d'un ouragan. Naturellement, aucun avion de ligne ne passera jamais à travers l'œil d'un ouragan, là où le climat est le plus déchaîné et où les vents sont les plus violents. Mais passer le plus loin possible du centre d'un ouragan ne présente aucun danger pour les avions, surtout parce qu'ils se déplacent au-dessus de celui-ci. Un orage, en revanche, peut créer une gigantesque structure de nuages dont le sommet peut atteindre plus de 18 300 mètres. C'est beaucoup plus que l'altitude de croisière moyenne des avions de ligne qui est d'environ 10 700 mètres. C'est pourquoi, lorsqu'un avion rencontre un orage, les pilotes doivent soit trouver un moyen de le contourner, soit tout simplement faire demi-tour. D'accord, mais qu'en est-il des vols à travers les tornades? Les avions peuvent-ils réaliser un exploit pareil? Absolument pas. La combinaison destructrice du mouvement de la tornade, des tonnes de débris pris dans ce terrible processus climatique et de l'incroyable vitesse de rotation du vent détruirait n'importe quel avion qui serait sur son passage. C'est pourquoi les pilotes essaient de ne pas s'approcher à moins de 32 km des tornades. Quant à les survoler, ils évitent aussi, car cela peut s'avérer tout aussi dangereux. En effet, les conséquences de ce phénomène naturel peuvent se ressentir bien au-delà de l'altitude de croisière maximale d'un avion. Même une simple tempête de grêle peut s'avérer problématique en avion, s'il se trouve à haute altitude. Les conséquences de ce type de rencontre ne seront pas à proprement parler catastrophiques, mais l'avion sera très probablement endommagé. Si les grêlons sont gros, ils peuvent même détruire les moteurs et provoquer un atterrissage forcé. Malheureusement, il est difficile de détecter une tempête de grêle avant de se trouver pris dedans directement. De plus, les grêlons peuvent être emportés dans un courant ascendant et projetés à des dizaines de kilomètres au-dessus du sommet de la tempête. Même un avion qui vole largement au-dessus de celle-ci pourrait être touché par de la grêle. Dans ces cas-là, les dégâts peuvent aller de pare-brise cassés à des moteurs carrément détruits. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.